j'ai une dernière question. Et là, je vais te citer, Guy, parce que ça intéresse beaucoup de monde, cette histoire d'obligation vaccinale. Et tu as une approche qui est vraiment différente de ce qu'on a entendu sur beaucoup de médias. Je te cite. Lorsque nous aurons reçu des centaines de millions de doses de vaccins, ils s'appuieront sur les entreprises et les techniques de contraintes sociales importées de Chine pour forcer la vaccination sans jamais la rendre obligatoire. J'aimerais que tu nous expliques cette phrase qui vient de toi. Alors déjà, cette phrase, elle vient, cette réflexion plus généralement, commence avec un article qu'a publié un très grand cabinet RH américain, qui se pose la question du vaccin en entreprise. Alors, l'article est très intéressant, il faudrait que éventuellement je vous l'envoie pour le mettre en description, ce sera en anglais, parce que c'est des gens c'est amoral. C'est-à-dire qu'ils se posent absolument pas la question de savoir si c'est bien ou pas, ils sont juste en train de regarder de manière éventuellement très cynique ce qui est faisable ou pas, ce qui est acceptable ou pas, ce qui risque de se passer ou pas. Et donc vous voyez que effectivement, alors là on parle des États-Unis, on parle pas ni de la France, ni de l'Europe, ni de la Suisse. Ils disent aux États-Unis, la première chose, c'est que strictement rien n'interdit à une entreprise de licencier quelqu'un parce qu'il refuse de se faire vacciner. En France, c'est plus compliqué, en Suisse, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez un mouvement qui est intéressant, qui est de se dire, est-ce qu'une entreprise peut vous obliger à vous vacciner? En France, c'est plus difficile, c'est pas totalement tranché, c'est pas évident, Et surtout, moi, ça a résonné chez moi parce que vous avez un papier du FMI qui date de 2017, je pense, sur un sujet un petit peu différent, même très différent, qui est sur la fin de l'argent liquide. Et donc, la situation est similaire d'une certaine manière parce que vous avez un objectif qui est donc un objectif de fin d'argent liquide ou de vaccination, qui est poussé par, en l'occurrence le FMI, qui est poussé par un certain nombre de personnes qui ont intérêt et qui sont refusées par la population, ou en tout cas c'est très polémique dans les populations. Le vaccin en France, aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié de la population qui est hésitante à se faire vacciner, et sur l'argent liquide, personne ne veut, à part peut-être 10 ou 20%, vous avez personne qui veut la fin de l'argent liquide. Et le FMI disait, si on commence à aller pousser ces sujets-là par la loi et donc par l'Assemblée et par aller devant une Assemblée, donc ça va être super casse-gueule, ça va créer des levées de boucliers, ça va faire des crises, ça va être l'horreur, on va jamais y arriver, les gens vont dire non, stop. Alors que si c'est un restaurateur qui dit non, vous comprenez, moi c'est très compliqué, c'est l'argent liquide, je risque de me faire braquer, il faut que j'aille à ma banque déposer mes espèces, vous savez, moi je préfère vous cuisiner des bons petits plats, c'est ça qui est important, donc merci de me payer en carte. Si c'est comme ça que ça se passe, ça va se faire naturellement, ça va se faire beaucoup mieux. En sachant que la belle histoire du petit restaurateur, alors le FMI dit pas ça, là je raccroche encore autre chose, je raccroche à la société Visa, qui pareil dans les mêmes eaux en 2017 ou 2018, a lancé un grand programme aux États-Unis, alors je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais a lancé un grand programme pour favoriser des établissements sans cash aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il dit, si vous êtes un établissement sans cash, on va vous donner des nouveaux terminaux, on va vous sponsoriser, on va vous aider. Et du coup, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si quelque chose se passe naturellement et si une population, de manière un peu intuitive et d'intelligence collective, se met à se déplacer d'un endroit à un autre, même si je suis pas d'accord, je vais avoir tendance à l'accepter. En revanche, quand vous avez quelque chose où on sent bien qu'au niveau d'une population, vous avez un refus, mais que vous avez comme ça des gens en position dominante, typiquement Visa est une société en position ultra dominante, là ça commence à devenir problématique parce que là vous avez des conflits d'intérêts et vous avez surtout vous avez quelque chose qui est très nocif parce que oui, eux vont augmenter des profits comme ça, ils vont être très heureux, mais ça c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit pas, c'est que derrière vous détruisez de la confiance, vous détruisez du lien social, vous détruisez en fait la racine ou plutôt la structure essentielle d'une société, qui sont ce que la Fondation Gates appelle les réseaux de confiance, qui est que dans une société on fonctionne parce qu'on se fait tous confiance sur certains niveaux, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à son plombier pour réparer sa fuite si on en a une, on va faire confiance éventuellement à son député ou à son maire pour faire à peu près ce qu'il faut, on va faire confiance à son patron, et que ces choses-là, en fait, à partir du moment où vous détournez ces réseaux parce que vous avez la Fondation Gates et que vous allez pousser vos agendas, vous avez des moyens extrêmement importants, vous allez pouvoir... la Fondation Gates, Bill Gates prend l'exemple du Nigeria, où ils ont voulu faire une grande campagne de vaccination au Nigeria. Ils ont dit, comment est-ce qu'on fait? Les Nigérians ne voulaient pas se faire vacciner. Comment est-ce qu'on fait? On étudie ces réseaux de confiance, on regarde les nœuds, quels sont les gens qui sont les détenteurs de la confiance d'une population. Il se trouve que le Nigeria, c'était ce que la Fondation Gates appelle les leaders religieux. Ils disent, si on va voir ces leaders religieux et qu'ils font vacciner leurs enfants et que ils vont en chair le dimanche à dire à leurs ouailles, faites-vous vacciner, on y arrivera. Ils y sont effectivement arrivés comme ça.
Et là, on voit tout de suite le problème, c'est-à-dire que vous êtes la Fondation Gates, vous avez des moyens considérables, privés mais considérables, et vous allez voir ces leaders religieux et vous leur dites qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, tiens, moi voilà mes projets, je vais te financer tes projets si tu fais ça, si tu fais ce que je te demande, et à l'inverse, si tu le fais pas, je suis aussi Fondation Gates, il y a aussi un côté bâton, ou au contraire je vais aller aider ton concurrent, ou même un leader religieux a des concurrents, je vais aller financer tes concurrents et puis toi tu vas tomber aux oubliettes. Vous avez des choses comme ça qui se mettent en place, et ça c'est très malsain, c'est extrêmement malsain, et c'est quelque chose qui, c'est pas du tout récent, hein, c'est pas du tout quelque chose que Bill Gates ou que la Fondation Gates a inventé, hein, c'est quelque chose qui date, je peux sûrement parler sur cette chaîne déjà, du fantastique Edward Bernays, qui était probablement l'inventeur des affaires publiques et du lobbying dans les années 20, et comment, dans les années 20, ils allaient financer les suffragettes américaines, donc ils finançaient leur cause. Ils étaient trop contents d'avoir quelqu'un qui leur donnait de l'argent pour pouvoir défendre leur cause. Et puis en échange, la seule chose qu'il fallait. Et vous êtes Bernays, ce qui vous explique ça dans son bouquin Propaganda. Allez lire, il existe en français, c'est aussi un truc qu'on va mettre en lien, qui vous dit vous donnez des cigarettes à toutes ces suffragettes, elles ont ça dans leur manteau, et puis tout en même temps, hop, elles sortent leurs cigarettes, hop, elles viennent allumer leur clopo devant les caméras et devant les caméras. En c'était des appareils photo à l'époque. Et puis vous avez la photo le lendemain dans le journal, et puis tout d'un coup, oui, moi je suis suffragette aussi, une cigarette. Moi aussi j'ai la cigarette. C'est un truc 100 ans plus tard, vous le payez encore. Vous le payez encore, et pour tout ça, pour une industrie du tabac gagne un peu d'argent, vous avez encore dans le monde, parce que vous avez encore dans le monde, je crois que c'est 70-80 millions de morts à la cigarette chaque année. Alors bien sûr, il n'y a pas que les suffragettes, vous avez aussi toutes les pubs de médecins, de Lucky Strike dans les années 50, où vous avez des médecins qui disent, non, moi quand je fume une Lucky Strike, c'est plus doux pour moi. Oui, tu meurs aussi, hein. Et si vous voulez, là, aujourd'hui, ce qu'on fait quand on manipule ces réseaux de confiance, quand on essaye de manipuler les populations, ils le font, il y a bien évidemment qu'il y a un bénéfice de court terme, mais à long terme, c'est absolument catastrophique. C'est désastreux, et c'est désastreux pour tout le monde. C'est désastreux pour nous, c'est désastreux pour eux aussi, en fait.